Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la librairie, l'émission de la librairie 1 Point un Trait en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Vous êtes médecin, licencié de lettres et de psychologie. Votre lien avec Robert Debré passe par Élisabeth de la Panouze. Vous vous êtes plongé dans les courriers de Robert Debré, retrouvé dans sa propriété, appartenant aujourd'hui à son petit-fils, Patrice Debré. Lorraine Collin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Dans le livre de Château en prison, paru en 2021 chez l'Harmattan, vous nous présentez la vie d'Élisabeth de la Panouze, votre grand-mère, qui épousa Robert Debré en secondes noces. Basé sur la correspondance retrouvée dans le château de la famille Debré, donc, et des éléments qui construisent votre livre, il y a deux types de sources. Les courriers entre Robert et Élisabeth, qui construisent la relation amoureuse. Ensuite, des petits papiers échangés pendant les quelques mois dans la prison du Cherche-Midi à Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale. Racontez-nous, en fait, comment vous avez découvert ces deux types d'informations. Eh bien, merci de m'avoir invité. Alors, effectivement, la première découverte, c'est les petits papiers écrits en prison. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on sait que tous les acteurs de la Seconde Guerre mondiale et des choses dramatiques qu'ils ont vécues ont du mal à en parler juste après, et même longtemps après. Parfois, il y a quelques exceptions. Mais pour ma grand-mère, il s'était passé des choses tellement fortes, tellement dramatiques, mais à la fois des choses belles aussi, pendant cette période-là, qu'en fait, elle n'avait plus envie d'en parler. Quand on perd deux enfants en 1945, parce qu'ils ont voulu rejoindre De Gaulle à Londres et qu'ils sont morts, l'un lors du combat en Alsace pour la libération de la poche de Colmar, l'autre dans un camp de déportation, et qu'on n'a même pas de corps et de tombe pour ce deuxième fils, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier et qui est quelque chose dont on n'a plus envie de parler. Il se trouve aussi que nous, les petits-enfants, quand on a des contacts avec nos grands-parents, en fait, on a un peu l'impression qu'ils sont nés en même temps que nous. Finalement, leur vie avant ne nous intéresse pas. Quand on est petit, jeune, peut-être plus tard. Mais pour nous, ils sont nés presque en même temps que nous. On les connaît, on a des relations qui ont été très fortes avec ma grand-mère, mais je ne me suis pas du tout intéressée à sa vie avant ma naissance. Et il se trouve que dans les archives familiales de ma mère, nous avons retrouvé une enveloppe un peu mystérieuse qui contenait des minuscules petits papiers qui faisaient quelques millimètres, qui étaient écrits sur un papier transparent, très fin, qui était du papier toilette, et qui correspondait à des papiers clandestins qu'elle avait écrits lors de sa détention à la prison du Cherche-Midi, comme vous l'avez dit, et qu'elle cachait dans les ourlets des vêtements que sa famille récupérait une fois par semaine. Il se trouve que les prisonniers politiques, puisque ma grand-mère faisait partie du réseau du Musée de l'Homme, bien connu, qui était un des premiers réseaux de résistance du début de la guerre, puisque c'était déjà fin 40 et 41, et qui était un réseau de résistance intellectuelle, puisqu'il n'était pas du tout violent, et que c'était des idées nazies qui développaient. On abordera en fait voilà, tout le détail au fur et à après. mesure, mais c'est vrai que là, c'était vraiment la façon dont vous avez découvert. Voilà, donc dans une enveloppe mystérieuse que j'ai trouvée 40 ans après qu'ils aient été écrits et qui m'ont passionnée et que j'ai absolument voulu déchiffrer et comprendre. Et c'était difficile parce que l'écriture était devenue parfois illisible. Quand elle n'avait pas de mine pour écrire au début, elle a écrit en perforant des lettres qu'il fallait donc déchiffrer et comprendre. Et elle a écrit aussi une dizaine de petits papiers avec son sang. Et ça, c'est admirable. Et là, donc, il y avait ces deux types de documents, donc ces petits papiers dans une enveloppe mystérieuse. Donc, c'est mystérieuse, pourquoi ? Parce qu'elle était parce qu'on savait pas, voilà, c'était au milieu d'autres papiers, on ne savait pas ce qu'on allait trouver dedans. On l'ouvre et on tombe sur ces petits papiers et on a compris que c'est quand elle était en prison en 41 qu'elle a écrit. De même que toute la première partie en fait de votre livre, c'est aussi les courriers échangés entre Robert Debré et votre grand-mère. Alors là, c'est une histoire bien différente, parce que cette correspondance, personne n'en avait jamais entendu parler, et surtout, elle était dans une boîte en carton, cachée aussi, qui a été retrouvée des années après, parce que comme souvent, on perd la clé, on cherche plus ce qu'il y a, donc plusieurs générations passent, et puis un jour, on découvre cette boîte. Et sur cette boîte en carton était écrite une phrase assez extraordinaire.
Enfants et petits-enfants ne les liront pas, plus tard peut-être. Avec en tête correspondance entre Robert Debré et Élisabeth de la Panouse. Et finalement, enfants et petits-enfants ne les liront pas, plus tard peut-être. Mon cousin Patrice Debré, qui est le petit-fils de Robert, et moi qui était très proche de lui parce que j'ai fait toutes mes études de médecine avec sa femme Marianne Debré, on s'est demandé si on pouvait s'autoriser à les lire dans la mesure où cette interdiction, qui était une interdiction pas définitive, n'était pas signée. On ne sait pas qui l'a écrit. Et en fait, on pense que c'est quelqu'un d'une autre génération qui n'avait pas envie qu'on étale la vie amoureuse de Robert Debré avec Élisabeth parce que les descendants de Robert Debré étaient les descendants de la première femme de Robert Debré et ont eu du mal à accepter une belle-mère, comme toujours. C'était une intruse. Alors donc, il y a eu cette interdiction que nous avons levée et on a bien fait parce que qui pouvait mieux parler de ces lettres que des gens qui ont connu Élisabeth et Robert? Et justement, à la découverte de ces documents, que ce soit la fameuse enveloppe ou la pile de courrier ficelée, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah ben, j'ai ressenti quelque chose que j'ai même du mal à trouver les mots parce qu'en fait, c'était tellement passionnant. Alors d'abord les petits papiers, je me suis jetée dans le contexte historique du réseau du Muséum, qui est une histoire passionnante, émouvante, qui s'est très mal terminée tragiquement. Et qui est vraiment intéressant parce que c'est tout de suite justement quel a été le choix des Français, mais dès l'appel du général de Gaulle en juin 40, spontanément choisir la résistance ou être passif ou même parfois collaborer, c'est un choix. On se demande comment on aurait réagi à ce moment-là. Et dans la famille d'Élisabeth et de tous ses enfants, dont ma mère, ça a été immédiatement une tribu de résistants. Ils ont tous, sans hésiter, se sont jetés dans la résistance. Alors ça, on le verra au fur et à mesure de votre ouvrage. L'autre question qui m'est venue à ce moment-là, c'est à la vue des documents retrouvés. En quoi la vie d'Élisabeth de la Panouse, donc votre grand-mère, vous semble-t-elle alors suffisamment singulière pour en faire un ouvrage ? Voilà. Alors, donc au départ, je me suis dit, je vais m'intéresser à cette histoire, donc le réseau du Musée de l'Homme. Ensuite, j'ai eu l'autorisation de lire la correspondance, qui était vraiment une correspondance magnifique, tellement bien écrite, c'est de la poésie. Robert Debré a écrit des lettres. Ce qui s'est passé, c'est qu'Élisabeth est tombée malade en 1936. Elle s'est retrouvée dans un sanatorium. Et Robert Debré venait la voir puisque c'était le pédiatre de ses enfants et qu'il était spécialiste de la tuberculose. Et petit à petit, il est devenu son confident, son ami et son amant. Et il lui écrivait une lettre tous les jours pendant les 18 mois où elle était au sanatorium. Il venait la voir de temps en temps, mais surtout, il lui écrivait des lettres tous les jours. Donc, il y a une correspondance énorme, mais qui est magnifique, parce que Robert Debré, avant de faire médecine, faisait ses humanités, était ami d'écrivains, de Charles Péguy, et donc, il écrivait extrêmement bien. Et il y a un problème que je n'ai pas résolu, c'est qu'en fait, j'ai très peu de lettres d'Élisabeth à Robert. Alors, ces lettres ont peut-être été détruites, je ne sais pas. Alors, dans ce livre de Château en prison, vous présentez la correspondance entre Robert Debré et Élisabeth de la Panouse. Vous complétez parfois la narration en décrivant le contexte de façon relativement factuelle, telle presque une prescription médicale, comme si vous cherchiez à vous détacher du récit. Pourquoi avoir choisi ce mode de narration ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas, c'est tout à fait naturel. C'est un petit peu en rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que ma grand-mère, je l'ai connue à partir de 1947. Et finalement, c'était un personnage qui était quand même assez mystérieux, que je ne connaissais pas, que j'avais envie de connaître, mais ce qui s'est passé avant était très très fort, mais je me voyais mal employer le jeu, ma grand-mère a fait ci, elle a fait ça, etc. Et je trouvais que en parler comme d'une personne extérieure, après, dans les 2 derniers chapitres, je remets ma place dans la famille, mais c'était plus facile pour moi. Ça s'est fait naturellement. Alors pour cette fois-ci en venir au récit, toute la première partie, vous décrivez dès les premières pages, en fait, les conditions extrêmement privilégiées de la famille d'Élisabeth, oui, issue d'une famille aristocratique, installée en Touraine. Alors, pour mettre un petit peu le contexte, c'est vrai qu'Élisabeth, elle est née en 1898. Exactement. Elle a été fiancée en 1917, donc 18 ans, à Alphonse de la Bourdonnais. Bourdonnais, je ne sais pas comment... Bourdonnais. Bourdonnais. Mais il faut l'écrire A-Y-E. Exactement, c'est pour ça que je me posais la question. Voilà. Son avenir, en fait, semblait tout tracé,
relativement confortable avec un mariage arrangé par les parents. Pourtant, les parents d'Élisabeth imposa la séparation des biens, ce qui n'était pas forcément une chose courante à l'époque. Alors, était-ce du modernisme, une prémonition, ou simplement une protection à une époque où la femme et les enfants appartenaient au mari et étaient donc dépossédés de tous les biens en cas de divorce, même des enfants? C'est vrai, c'est tout à fait exceptionnel qu'une femme ait le droit de disposer de sa fortune après son mariage, puisqu'en fait, elle est considérée par rapport à la loi comme mineure. Si elle part, si elle divorce, elle perd tout, ses biens, ses enfants, elle n'a plus aucun droit. Mais il se trouve que la mère d'Élisabeth était née de Wendel, Sabine de Wendel. Et dans la famille de Wendel, on a l'habitude de faire très attention au capital de la famille pour que ça ne se perde pas. Et je pense que c'est l'influence de Sabine de Wendel et de toute la famille Wendel qui a fait que Élisabeth pouvait garder ses biens. Et il y a eu une séparation de biens qui a été faite chez un notaire, ce qui est tout à fait exceptionnel pour l'époque. Alors même si le divorce était autorisé officiellement depuis 1894 ou 84, quelque chose comme ça, mais bon. Alors comment se déroulent les 20 premières années, puisque c'est le temps qu'a passé Élisabeth avec son mari, Alphonse. Comment ça se déroule ces 20 ans? Ça se déroule, alors, elle se retrouve mariée donc très très jeune. Elle avait fait quelques études, mais elle n'avait pas été très loin dans les études, puisqu'à 18 ans, elle avait juste terminé. Elle vivait à Londres, hein. Son père, était le colonel de la Palouse, et il était attaché militaire à l'ambassade de France à Londres. Donc elle avait un milieu quand même un petit peu interlope, avec des rencontres, il voyait beaucoup de diplomates, elle avait une vie quand même très intéressante. Et en fait, elle a quitté Londres pour habiter en France avec son mari, qu'elle a aimé, malgré que ce soit un mariage arrangé. On a quelques lettres du début du mariage où vraiment il y avait de l'amour. Et finalement, Élisabeth a vécu à Paris une vie, on peut presque dire que ce sont les années folles à ce moment-là, puisque c'est entre les deux guerres, et il y a beaucoup de mondanité. Et alors surtout, ce qui se passe, c'est que tous les ans, à partir de 1919, elle a un enfant. Et elle donne naissance à 8 enfants. Entre 1919 et 1930. Donc elle est tout le temps enceinte, en retour de couche, mais en fait, il y a du personnel, on s'occupe des enfants, et en fait, dès qu'elle peut, elle recommence sa vie mondaine, voilà. Oui, parce qu'on sent dans votre ouvrage que c'est une famille qui n'a pas de problème financier, ils achètent des châteaux comme nous on achète des croissants, voilà. Voyagent suffisamment, ils traversent la crise de 1929 sans souci, semble-t-il. Ils achètent des belles demeures à Paris. Oui, hôtel particulier, dans le 16e. Dans le 16e, avec vue sur les jardins. Bref, une vie mondaine. Mais je crois qu'Élisabeth, justement, elle le dit à un moment, elle écrit une lettre à sa sœur, elle dit « Je cherche un sens à ma vie que je n'ai pas trouvé ». Donc il y avait une insatisfaction de cette vie mondaine, voilà. Alors, on découvre assez rapidement, puisque votre grand-mère tombe malade en 1936, et elle est donc hospitalisée. Au sanatorium. Pas hospitalisée, mais c'est quasiment... C'est une prison médicale, comme dit Robert Debré, un couvent médical. Enfin, il a des termes comme ça, vraiment, d'emprisonnement, parce que pendant 18 mois, elle ne verra plus ses enfants, parce qu'il y a le problème de contagion. Donc, elle est coupée de son milieu. Apparemment, elle fuit, c'est ce que vous dites dès le départ. Alors, c'est là où... Elle fuit la maison sans dire au revoir à ses enfants pour pas qu'ils posent des questions. Et, voilà, problème de contagion. Elle leur a pas dit au revoir, elle est partie discrètement. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là que se construit la relation de manière un petit peu plus forte entre Robert Debré et Élisabeth de la Bourdonnais. Pour quelles raisons, en fait, ils se rencontrent ? Alors, ils se connaissaient avant. Donc, Robert Debré, c'était un pédiatre, et il soignait les enfants de beaucoup de familles. Donc, il venait voir les enfants d'Élisabeth.
Et un jour, il la voit tousser, fatiguée, il lui dit « c'est pas normal, qu'est-ce que vous avez ?» Il l'ausculte, il lui envoie faire une radio, et il a fait le diagnostic de sa tuberculose pulmonaire. Et il l'a envoyé dans ce sanatorium. Donc ses soins étaient supervisés par lui, parce qu'il connaissait les médecins de ce sanatorium, et il supervisait les soins d'Elisabeth, parce que je pense qu'il avait de l'admiration pour elle, il la trouvait certainement... voilà, c'est une femme qui l'intéressait, et il venait la voir, lui donner des nouvelles de ses enfants, il allait voir ses enfants, et petit à petit, ils se sont écrits. Et l'amour est arrivé au bout d'un an. Avant, ça a été une correspondance, vraiment une amitié spirituelle. Elle a évolué donc dans sa mentalité de femme qui faisait rien, qui vivait. Elle a été au contact d'un homme qui était un homme qui travaillait, qui lui apprenait des tas de choses. Elle était fascinée par Robert Debré. Et lui, il était fasciné par cette femme qui s'est retrouvée sans rien, mais qui avait une force d'âme et qui faisait tout pour s'accrocher à la vie. Alors, dans l'ouvrage, au fur et à mesure en fait, de cette première partie, vous enchaînez les courriers, donc on a vraiment les extraits au fur et à mesure de la relation qui se construit. Entre Robert et Elisabeth, il y a 16 ans d'écart. Ouais. Elle avait déjà 11 ans d'écart avec son premier mari. Déjà. Elle était plus âgée. Et donc, au fur et à mesure des pages et des lettres, se forge petit à petit un lien. Et si Robert est déjà veuf en fait de sa femme, de Jeanne de Bas-Ponsant, qui est morte en 1929, oui. Elisabeth est toujours mariée à Alphonse. Alors pourquoi ce lien se construit-il et celui entre Alphonse et Elisabeth se délite-t-il? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, elle lui manquait un sens à sa vie. C'est sûr qu'elle avait une vie confortable, mais c'était pas une femme au foyer, puisqu'elle avait les moyens de faire garder ses enfants, mais je pense qu'elle s'ennuyait quelque part, quoi. Sa vocation n'était pas avoir des enfants, voilà, bon, exclusivement. Voilà. Peut-être qu'elle avait envie d'autre chose, donc il lui manquait quelque chose. Et le fait d'arriver dans un sanatorium où les rapports sociaux sont complètement différents, elle est comme un peu dans un pensionnat, elle se crée des amis, des liens avec des gens qui sont d'un autre milieu, elle change, elle évolue beaucoup. Et Robert Debré, lui, c'est quelque chose, il est veuf depuis des années, et petit à petit, ils construisent un lien, tous les deux. Ce sont deux personnes qui n'étaient vraiment pas faites pour vivre cette histoire et qui finalement sont tombés fous amoureux comme deux adolescents. À un moment donné, il y a une petite scène que vous décrivez, parce qu'apparemment elle est inscrite dans les courriers. Robert offre un manuscrit, pardon, voilà, je cherchais le terme, apparemment de Daniel Stern. Alors j'ai mis exprès ce nom-là. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce personnage de Daniel Stern? Alors Daniel Stern, malgré son nom, c'est un peu comme George Sand, c'est une femme, c'est Marie Dagout. Et Marie Dagout se trouve que c'est une arrière-grande-tante d'Élisabeth. Elle descend par les Flavigny, donc de la même famille. Et Marie Dagout a eu un petit peu une vie qu'on peut comparer, j'ai fait un parallèle entre les deux filles avec celle d'Élisabeth, c'est-à-dire qu'elle a été mariée très jeune, et finalement, elle a rencontré Liszt, et elle est tombée folle amoureuse de Liszt, qui lui était un petit peu plus jeune qu'elle. Et ils sont partis, ils ont fait ce voyage en Italie, d'où est sorti les années de pèlerinage bien connues, qui sont la musique de Liszt. Et ils ont eu 3 enfants ensemble. Mais Marie Dagout a toujours gardé son nom de son premier mari, de Dagout, puisque elle n'avait pas le droit de divorcer. Et puis si elle divorçait, elle perdait tout. Mais elle a quand même perdu ses enfants. Elle a été obligée de partir. Quand elle est partie avec Liszt, elle n'avait plus le droit de revoir ses enfants. Et elle a eu 3 enfants avec Liszt, qu'il a reconnus, dont l'une est Cosima, qui épousera plus tard Wagner. Après avoir été mariée aussi, elle aussi. Donc en fait, j'ai fait un parallèle entre ces 3 femmes. Je trouve intéressant parce que c'est l'émancipation de femmes qui, à une époque où la femme n'a vraiment aucun droit et est considérée comme une mineure. Parce que là, on était dans les années 1700, Marie Daoul. Et donc arrive à s'émanciper, à devenir des femmes modernes et surtout à travailler. Parce que donc Marie Dagout a vécu de sa plume, puisqu'elle avait plus de biens, elle n'avait pas de séparation de biens, elle n'avait plus rien. Donc elle a vécu de sa plume, elle était journaliste et elle a écrit des romans et elle a vécu de sa plume. Alors, milieu social différent, mais personnalité affranchie des contraintes culturelles, sociales, familiales. Robert et Elisabeth
partent ou vivent ensemble à la sortie du sanatorium. Non, pas tout à fait. Un petit peu après, je crois que 1930... Voilà. Ils ne peuvent pas vivre ensemble, puisque Elisabeth va vivre avec ses enfants, et que ça ne se fait pas de partir vivre chez un homme, alors elle n'aurait pas pu. Robert Debré, de son côté, travaille beaucoup, et sa famille n'aurait peut-être pas non plus aimé qu'il s'installe avec Elisabeth. Donc en fait, elle prend un appartement qui n'est pas très loin de celui où habite Robert Debré, et elle s'installe dans un appartement seule avec ses enfants. C'est-à-dire que quand elle était au sanatorium, les enfants ont habité avec leur père, puisque leur mère n'était pas là. Mais quand après leur mère est revenue, elle a repris ses enfants, ils voulaient vivre avec elle, ils étaient très bien avec elle, et donc elle s'installe seule avec ses enfants. Mais là, elle se met à travailler, Robert Debré lui trouve un travail à l'hôpital, elle devient secrétaire médicale à l'hôpital, et elle se met à travailler et à mener une vie complètement différente de celle qu'elle avait avant. Et ils vivront ensemble après la guerre. D'accord, parce que dans l'ouvrage, leur relation s'officialise un petit peu, c'est ce que vous dites, en 1939. Voilà, c'est des compagnons, quoi. Mais ils ne sont pas pacsés. Ça ne se faisait pas encore à l'époque. Même. Et parlons justement de la réaction de son mari, d'Alphonse. Oui. Comment lui accepte-t-il cette séparation? Il n'a jamais accepté. Il a refusé le divorce jusqu'en 1956. Il n'a jamais accepté. Eh oui, non, c'était pas possible. En plus, il était catholique, très croyant, et les divorcés dans l'Église à l'époque avaient quand même une place qui était très délicate. Hein. Le divorce n'est pas du tout accepté par l'Église, donc il a refusé tant qu'il a pu le divorce. Mais bon, il a été obligé de l'accepter de fait. Toujours à travers la correspondance, la relation entre Robert et Elisabeth change de contexte. La Seconde Guerre mondiale éclate. Ils sont à Paris. Quelles sont alors leurs activités à Paris juste avant la guerre? Donc vous l'aviez un petit peu décrit. Et quelle est la position de Robert Debré à ce moment-là? Alors, Robert Debré, c'est quelqu'un qui est passionné par son travail. Donc, ce qu'il a voulu faire pendant toute la guerre, et c'est ça qui a été très très difficile pour lui, c'est de continuer à travailler. Donc, quand il y a eu la déclaration de la guerre, il a continué à travailler. Quand il y a eu le premier décret contre les Juifs, il s'est dit, bon, ben moi, je travaille quand même. Hein. Il a refusé de porter l'étoile jaune. Et il a continué à travailler jusqu'à ce que ça devienne impossible parce qu'il y a des dénonciations dans l'hôpital et qu'on l'a interdit de revenir à l'hôpital et de continuer à travailler. Donc à partir de ce moment-là, et les Allemands ayant débarqué rue de l'Université pour essayer de l'arrêter, il s'est caché, il s'est enfui par une porte dérobée. Et finalement, à partir de 1943, il s'est caché. Et il s'est caché dans une maison qui est quand même assez particulière, je crois qu'il faut en parler un petit peu. C'est la maison du docteur Henri Le Savoureux, qui est située à la Vallée-aux-Loups et qui est l'ancienne maison de Chateaubriand. Et Henri Le Savoureux recevait dans cette maison, qui était un asile psychiatrique, en fait beaucoup de personnalités politiques, des réfugiés, des artistes. Donc c'était une maison quand même assez étrange. Hein. Et c'est là qu'un week-end, au début de la guerre, Robert Debré et Elisabeth vont se rendre là, chez le docteur Henri Le Savoureux, et rencontrent des réfugiés, dont Boris Villedieu, qui a été le créateur du réseau du Musée de l'Homme. Il travaillait au Musée de l'Homme, d'ailleurs. Il travaillait, oui, c'était un chercheur. Oui, oui. Un linguiste, chercheur du Musée de l'Homme. Enfin, elle lui demande une chose, elle lui demande justement, puisque son fils aîné, Geoffroy de la Bourdonnais, qui a 20 ans à l'époque, veut rejoindre De Gaulle, et qu'il a une filière d'évasion, d'aider son fils à rejoindre De Gaulle. Ce qu'il a fait, ça a été très compliqué, ça a mis plusieurs mois, il est passé par les prisons espagnoles, mais il a fini par rejoindre De Gaulle, et après il a fait toute la deuxième DB avec le général Leclerc, et donc la fin malheureuse dont je vous ai parlé. Et elle dit aussi, moi j'ai un grand appartement, puisqu'elle était rue de Varennes avec cet appartement avec ses enfants, et je peux loger des gens qui veulent se cacher, qui sont recherchés par la Gestapo. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée en prison. Voilà, dénoncée par Gaveau. Donc, dans votre ouvrage, à chaque fois, ce sont les enchaînements, alors soit de courriers qui permettent de construire les différentes relations et évolution de vie d'Élisabeth pendant la première partie, et la seconde, qui traite pendant la correspondance de manière assez particulière sur les petits papiers que vous aviez évoqués tout à l'heure, et qui permettent de découvrir aussi la façon dont elle était incarcérée, et on découvre petit à petit aussi l'attente de la résolution. Elle souhaite
évidemment être libérée puisqu'elle est accusée, dénoncée, mais sans preuve. Si, il y a des preuves, mais elle a dit qu'elle elle a caché Léon Maurice Norman, qui était un avocat socialiste, qui était juif, qui faisait partie du réseau, mais elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi il était recherché, qu'il était recherché par la police française, donc elle a nié qu'elle savait pourquoi elle le cachait. À la question, lors du procès, « Mais vous saviez qu'il était juif ?» on lui dit, elle répond, « Bah, vous savez, nous en France, on ne fait pas attention à ce genre de choses. » Qui permet de percevoir la personnalité oui. d'Élisabeth. Un petit papier que j'ai retrouvé, qui est quand même très émouvant, je voudrais juste vous dire ce texte. Elle écrit à ses enfants donc dans un petit papier pour leur donner de l'espoir, alors qu'elle a quand même certainement faim, froid et un peu peur. Elle dit « Comme on peut vivre de peu quand on a du soleil dans le cœur ». Justement, au cours des échanges et des courriers que vous avez, c'est essentiellement... dans la première partie, les échanges entre Élisabeth et Robert, et dans la seconde, on sent aussi que c'est essentiellement à Robert et à sa famille avec qui elle échange, mais est-ce que vous avez trouvé des correspondances qui s'adressent à d'autres personnes, à ses enfants réellement, à son vous parlez des petits papiers de prison? Oui. Les petits papiers sont adressés à ses enfants et à Robert, oui. Et elle a des réponses de ses enfants et de Robert, mais ils sont globalement adressés à ses enfants. D'accord, il n'y a pas aussi des non, il n'y a rien d'autre. Déjà, il y avait très peu de place sur un petit papier qui faisait quelques millimètres, donc c'était vraiment les choses urgentes qu'elle disait. Voilà, elle essaie de protéger donc, ses enfants, mais oui. Elle n'évoque pas du tout des informations concernant le réseau, la protection à faire. Ah non, 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 surtout pas. Ouais. Non. C'était évidemment très risqué à l'époque. On n'a plus tellement d'informations justement sur son... sur ton ancien mari, ou toujours son mari, puisqu'ils ne sont pas divorcés. Comment les échanges se font encore? Parce que j'imagine que les enfants font le lien, mais elle, est-ce qu'elle continue d'échanger avec Alphonse ou pas du tout? Non, pas du tout. Effectivement, le lien se fait par les enfants, mais les enfants, justement, sa fille aînée, qui est ma mère, donc Bertrane, fait de la résistance, et Alphonse le sait, mais il n'est pas content du tout, parce que déjà, il a un de ses fils qui est parti, dont il n'a plus de nouvelles, et il trouve ça très dangereux. Il a fait la Première Guerre mondiale, il est mutilé de la Première Guerre mondiale, il a une blessure au bras qui fait qu'il a un bras qui marche moins bien, et comme tous ces milieux souvent aristocratiques et catholiques et traditionnalistes, on est pétainiste, c'est naturel. Et on ne devient pas gaulliste comme ça. Il y a des exceptions, il y a énormément de personnes qui sont devenues résistantes tout en étant de milieux même d'extrême droite. Il y en a heureusement. Mais lui, il est resté pas de collaboration, pas de résistance, rien. Enfin, j'ai eu le sentiment à travers l'ouvrage que le comportement de résistance, en fait, que ce soit d'Élisabeth essentiellement, est venu aussi par les enfants. C'est-à-dire qu'ils avaient l'air d'être beaucoup plus engagés là-dessus, puisque un des enfants cherche à rejoindre De Gaulle, l'autre cherche à s'engager aussi. Votre mère, Bertrane, cherche à directement... Je ne crois pas qu'il faut dire ça. Je crois que c'est tous ensemble, hein, parce que c'est quand même Élisabeth la première qui, quand elle a entendu le discours, avec son fils était à côté, elle était outrée, elle est sortie, elle ne voulait pas entendre ça, elle a tout de suite choisi la résistance. Et son fils a fait pareil. Bon, les jeunes, ils s'engagent peut-être plus facilement vers la résistance. Et elle a aidé, comme elle pouvait, au maximum son fils pour rejoindre De Gaulle. Et le drame, c'est que 3 ans plus tard, quand son deuxième fils, qui était beaucoup plus jeune, donc a voulu aussi rejoindre De Gaulle, elle écrit à un moment... quand il est en camp de déportation, parce qu'il y a quand même quelques courriers qu'ils peuvent recevoir quand ils sont à Mauthausen, et elle dit « Mon fils, j'aurais tellement voulu t'éviter cela ». Voilà, parce que son deuxième fils est parti en déportation, donc elle avait un peu peur pour ses enfants parce que du danger, elle n'avait pas peur du danger pour elle, et je crois que tous, de la même façon, ils sont devenus résistants. Lorraine Collin, merci pour vos réponses. Élisabeth de la Panouse est née le 8 octobre 1898 et morte en 1972 à 74 ans. Robert Debré, lui, il est né le 7 décembre 1882 et mort en avril 1978 à 96 ans. Ils avaient 16 ans d'écart. Merci pour vos réponses.
Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique et son enthousiasme permanent. Merci à Nathan pour le montage vidéo de la rencontre et sa prochaine mise en ligne. Vous pouvez retrouver cette rencontre et ainsi que les précédentes sur le site de la librairie www.1.trait.fr. Merci à la DRAC et à Occitanie Livre pour leur soutien à la librairie 1.1 Trait. Merci et à bientôt.